Dans le top 3 des frameworks PHP les plus populaires, créé en 2005 par Fabien Potentier, les initiales SF signifient Sensio Framework. Sensiolab est une entreprise spécialisée dans le développement d'applications. Elle a été fondée en 98 par Fabien Potentier et Grégory Pascal. Pour simplifier le développement dans leurs équipes, ils ont créé le framework Symfony. Après l'avoir éprouvé en interne, ils ont décidé de le rendre open source en 2005 et à ce jour, on en est à la version 7. Symfony est basé sur le modèle MVC. Si tu souhaites l'utiliser, il sera indispensable de savoir coder en PHP orienté objet. Mais ce n'est pas tout, il te faudra également quelques outils. Composer pour gérer les dépendances en PHP et je te recommande d'installer Symfony CLI. C'est un outil en ligne de commande qui te permet de créer un projet Symfony, de lancer un serveur de développement, de générer du code, de lancer des tests et plein d'autres choses. Alors let's go dans cette masterclass pour maîtriser les fondamentaux de Symfony. Si tu as bien tous les prérequis qui sont cités dans l'introduction, tu pourras commencer cette masterclass maintenant. Si ce n'est pas le cas, rentre dans la description et suis les quelques étapes et tu pourras commencer ce projet avec moi. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un projet qui va permettre de pouvoir apprendre les fondamentaux donc de Symfony, de B à bas, vraiment une prise en main. Donc l'idée c'est de faire une to-do list. Cette to-do list, tu pourras du coup l'utiliser pour toi-même ou même donc la publier sur un serveur pour le mettre à disposition pour n'importe qui. Allez, c'est parti. La première chose à faire pour créer un projet Symfony, après avoir installé Composer ainsi que Symfony CLI, ça va être de taper dans son terminal de commande la commande suivante. Donc tu feras un Symfony New, le nom du projet, et ensuite tu rajouteras --web app. Ça permettra tout simplement de lancer la création d'un projet Symfony qui sera adapté avec les bundles. Donc les bundles, c'est des packages, donc des amas de code qui sont préconstruits pour nous faciliter la tâche. Donc tout cela, ils seront donc configurés pour créer une application web. Si tu ne mets pas le --web app, tu obtiendras donc ici une structure de projet pour créer une API ou un microservice. Donc là c'est bon, le projet a été créé. Je vais ouvrir ce projet là donc sur VS Code. J'ai juste à taper ici le mot code suivi ensuite du nom du projet, donc le dossier s'appelle ToMake. Donc une fois que c'est fait, mon projet est ouvert dans VS Code et comme tu peux le voir, donc on va pouvoir commencer à travailler avec. Moi, j'aime bien ne pas avoir une tonne d'onglets ouverts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout fermer. Ça, donc je pense que tu as l'habitude, si tu as suivi la première masterclass, tu as dû voir comment je travaille. Donc ici, j'ai ToMake qui est ouvert. Je vais pouvoir travailler avec. Donc chose importante, il faut également que tu aies configuré Git sur ton ordinateur. Si tu n'as pas Git, ça ne fonctionnera pas parce que un projet Symfony par défaut est toujours donc ici créé avec un premier commit. Donc mon projet est créé. Première chose que l'on va faire directement, c'est se rendre sur le fichier .env. Donc ici, c'est le fichier qui contient toutes les variables d'environnement du projet. Donc on va pouvoir en créer un deuxième juste après. Mais avant ça, donc ici, je vais te montrer une partie. C'est celle-ci. Donc là, on a Doctrine Bundle. Ça concerne ici la variable d'environnement qui va être utilisée par Doctrine. Donc ici, c'est l'outil, c'est notre ORM. C'est lui qui va gérer l'interaction avec notre application ainsi que la base de données. Donc on doit lui fournir les informations pour se connecter à cette fameuse base de données. Donc ici, tu vois, on a database URL qui est écrit plusieurs fois avec différentes BDD, du SQLite, du MySQL, du MariaDB et du PostgreSQL. Donc moi, j'ai plutôt ici opté pour du SQLite et je vais commenter le PostgreSQL. Donc c'est avec cette base de données là que l'on va travailler. Et pour cela, il va falloir la créer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre à nouveau sur notre terminal de commande et on va enchaîner avec la création de la BDD. Pour cela, tu taperas du coup ici la commande Symfony console. Attention, tout à l'heure on a fait un Symfony uniquement, cette fois-ci c'est un Symfony console. Donc ici, bon, moi j'ai mon petit raccourci clavier, donc c'est un alias qui est dans mon terminal de commande, Symfony console. Et pour la création du coup de la BDD, ce sera Doctrine Database Create par l'acronyme ici DDC. Donc ça donnera Doctrine Database Create. Donc ici, je l'ai fait volontairement de cette manière pour te montrer qu'il va falloir faire attention à une chose très importante. Donc comme tu peux le voir, on n'est pas dans le dossier de travail. Et c'est pour cela qu'il me dit il n'arrive pas à lui ouvrir le fameux fichier console. Donc il faut d'abord se rendre dans notre dossier de travail pour pouvoir ensuite effectuer ces commandes. Donc ici, je refais mon Symfony console DDC et voilà, il me confirme que ma base de données a bien été créée dans le dossier var qui est situé à l'intérieur de mon projet Symfony. Je peux le vérifier juste ici. Effectivement, j'ai bien un data.db qui a été créé. Maintenant que c'est fait, on a une BDD, on va pouvoir passer du coup à la création des entités. Donc les entités, c'est tout simplement la représentation des tables qui sont dans ta base de données. Donc pour cela, on a une commande aussi qui est spécifique pour cela. Ça provient ici du Maker Bundle. Donc on va taper la commande Symfony console make entity.
et ça nous permettra ici tout simplement de pouvoir créer nos premières entités. Donc nous, il faut savoir que l'on a 3 entités. La première s'appelle task, donc c'est pour les tâches. La seconde s'appellera catégorie et pour la dernière, ce sera du coup user. On va commencer par task ici. Donc ce sera notre première entité. On met toujours le nom avec une majuscule et au singulier. C'est très important. Donc ne mets pas ici en majuscule et en minuscule et avec du pluriel. Ça, il faut éviter. Ici, on a une petite question qui nous demande si on souhaite donc ici utiliser UX Turbo de Symfony. Donc on va lui dire non, pas la peine. Et après, on va pouvoir commencer à remplir du coup notre première entité avec ses propriétés. Donc ici, on va l'appeler title. Donc ici, title, ça va être le premier, donc la première propriété. Donc il me propose tout de suite ici de pouvoir lui mettre un type de type. Donc ici, string, donc chaîne de caractères. Donc pour moi, ça me va très bien, donc je vais le conserver. Mais juste avant de le faire, je vais te montrer tous les types qui existent. Pour cela, j'ai juste entré donc le point d'interrogation, c'est indiqué. Hein. Tu as juste vraiment à lire ce qui est écrit dans ton terminal. Donc avant de penser qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, lis réellement ce qu'il y a dans ton terminal de commande. Il y a toutes les informations à l'intérieur, même quand tu as une erreur, il y a les informations. Donc ici, tu vois, donc on a un point d'interrogation qui nous dit qu'on peut voir tous les types qui existent. Donc là, tu vois, j'ai la liste de tous les types. Donc ça va de la chaîne de caractères, au float, du booléen, du texte, les relations, donc ici pour la base de données, en many to one, one to many, ainsi de suite, les tableaux, les datetime, ainsi qu'ici du coup décimal et le GUID. Donc ici, ce que je vais faire moi, c'est tout simplement conserver celui par défaut, car entre crochets, c'est la proposition qui est faite par défaut. Donc pour la longueur, on va partir sur 180 caractères, et c'est une information qui ne pourra pas être nulle en BDD, donc on laissera ici no. Ensuite, je vais enchaîner directement avec les autres éléments, donc j'ai le content de ma tâche, le contenu de ma tâche. Pour cela, ce sera d'un type texte. Et il pourra être nul en BDD car je peux créer une tâche et la mettre en brouillon, ne pas encore la publier. Donc suite à ça, on va également mettre le statut. Donc ici, on va faire un status. Pour le statut, c'est un booléen. Et ce booléen ne peut pas être nul car c'est forcément vrai ou faux. Ensuite, on enchaînera du coup avec la date donc de création. Donc pour cela, ce sera created at, comme cela. Donc ici, on va mettre un datetime, donc pas la peine de mettre un datetime immutable, donc ici un datetime, et ce ne sera pas nul également, obligatoirement il faut une date de création. Pour finir, on va rajouter tout simplement la date de fin, la date à laquelle on est censé, donc tout simplement du coup, terminer la tâche. Donc ici, je vais mettre un date-end, et pour le date-end, pareil, ce sera un datetime, comme cela, et lui, il sera également no, donc on ne pourra pas le rendre nullable dans la BDD. Donc pour le moment, task, les éléments qui sont nécessaires, je vais appuyer sur entrée une dernière fois pour pouvoir quitter. Donc l'information, tu vois, elle est juste ici, press return to stop adding fields. Donc ici, c'est appuyer sur entrée pour pouvoir du coup arrêter d'ajouter des nouvelles propriétés. Donc là, tu vois, j'ai mon SRC, donc c'est le dossier dans lequel se trouve un autre dossier qui s'appelle entity, qui lui contiendra donc ici le fichier task. Mais en réalité, il n'y a pas que celui-ci qui a été créé. Je vais remonter un peu pour te montrer ce qui s'est passé. C'est parce qu'ici, on a donc notre fichier d'entité, mais on a aussi un fichier qui s'appelle le repository. Donc le repository, c'est lui qu'on utilisera quand il s'agira d'aller chercher toutes les informations qui proviennent d'une entité. Bon, j'ai scrollé, mais je ne peux pas monter plus haut que ça, c'est pas très grave. En soi, petite astuce, tu peux appuyer sur CTRL ou sur commande sur Mac et ensuite cliquer donc, sur le lien qui est juste ici, hop là, et il te l'ouvrira automatiquement dans VS Code. Donc là, comme tu peux le voir, donc j'ai tout mon fichier qui est prêt avec donc les sources que j'ai rentrées à l'intérieur. Pour commencer, j'ai bien mon title, il a mis un ID par défaut automatiquement. Donc j'ai un title, j'ai un content, donc ici status, j'ai bien mon created at et mon dateend qui sont tous disponibles. Donc là, c'est nickel chrome, on va pouvoir du coup continuer avec le reste de nos éléments. Ce que je vais faire tout de suite, c'est donc tout simplement ajouter donc un petit constructeur pour pouvoir automatiquement avoir donc ici une date de création par défaut ainsi qu'un statut et aussi la date de fin par défaut. Ces éléments là je les veux automatiquement pour que on puisse tout simplement donc être sûr que l'utilisateur ne rencontrera pas de bug lorsqu'il créera une nouvelle tâche. Donc ici je vais aller plus vite en utilisant tout simplement GitHub Copilot, j'ai pas besoin de me prendre la tête pour des banalités comme celle-ci. Donc c'est de la répétition, c'est des choses qui sont pas très avantageuses, on va dire, en termes de productivité. Donc là, je vais changer dateend par status. Et pour status, donc ce sera par défaut false. Donc on est toujours sur un élément false dès le départ.
Donc là, j'ai mon constructeur. À chaque fois qu'on va instancier un nouvel objet, donc on va créer une nouvelle tâche, on aura automatiquement une date time de création qui sera aujourd'hui et une date de fin qui sera également donc aujourd'hui. Donc ce sera la personne qui va donc remplir sa tâche de mettre une date donc au plus tard pour pouvoir donc tout simplement par exemple spécifier avec 1 ou 2 heures plus tard ou même pourquoi pas plusieurs jours plus tard. Donc là, ça c'est good pour nous. On va pouvoir du coup enchaîner avec la suite. Donc tu peux voir ici qu'il a mis tous les getters et les setters. Donc là, je n'ai écrit aucune ligne de code en dehors de celle que je viens de te montrer à l'instant, donc du constructeur. Tout ce qu'il y a là, c'est ce que donc notre terminal de commande avec l'assistant a fait pour nous. Donc on gagne vraiment énormément de temps avec du coup Symfony CLI et puis donc ce framework Symfony. On va retourner du coup sur notre terminal de commande pour continuer avec la création donc ici du coup des autres entités, donc à savoir catégorie. Celle-ci elle va pas être très longue à faire parce que du coup elle contiendra simplement un nom. Donc catégorie on va l'appeler comme ça. Donc moi je mets toujours tout en anglais parce que c'est beaucoup plus simple pour travailler à plusieurs. Donc je ne veux pas de Symfony Turbo comme tout à l'heure. Il est là, donc le fichier dont je vous parlais, catégorie repository, donc c'est ça qui a été créé dans le dossier repository. Il y aura toujours 2 fichiers créés lorsqu'on va donc mettre en place une entité. Donc la première propriété dont j'ai besoin, c'est un name pour le nom de ma catégorie. Donc ici, on va mettre seulement donc 80 caractères. On va le rendre... Ah oui, effectivement, il faudra faire attention ici. J'ai mis 80 caractères, mais je n'avais pas encore appuyé sur string. Donc je n'avais pas encore validé string. Donc ce genre d'erreur que tu verras, ça arrive quand tu vas un peu trop vite. Donc je valide string à nouveau, cette fois-ci c'est bon, et là je mets donc le nombre 80, et c'est une information qui ne sera pas nullable. Donc il faut obligatoirement un nom de catégorie, et elle sera accompagnée à chaque fois donc d'une couleur. Donc ici color, ce sera une couleur en hexadécimal, donc si on laisse une chaîne de caractères. Un hexadécimal, ça prend du coup 7 caractères en comptant du coup le hashtag, donc le dièse. Ici, je vais lui dire 10 par sécurité, comme ça, au moins on sera tranquille à ce niveau-là. Et cette donnée-là, elle ne pourra pas être nullable. Elle aussi, il faudra obligatoirement une couleur lorsqu'on va créer une nouvelle catégorie. Donc, j'ai juste ici mis en place les informations, les propriétés pour la catégorie. Mais j'aimerais bien donc ici lier donc ma catégorie avec les tâches, parce que normalement, une catégorie est censée contenir plusieurs tâches. Et une tâche est censée appartenir à une catégorie. Donc ça fait une relation de many to one ou de one to many. Donc ici, une catégorie vers plusieurs tâches. Donc ça veut dire on est sur one to many. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement rajouter tasks, donc au pluriel. On va y mettre ici du coup une relation en one to many. Elle fait donc ici office de relation avec la classe task. Donc là, tu marques bien la classe, le nom de la classe exact, donc en majuscule comme il faut. Ensuite ici, quel est le nom que l'on va donner du coup à une nouvelle propriété qui va être ajoutée cette fois-ci dans l'entité task. Donc là, on est dans l'entité catégorie. Ce que je suis en train de faire, c'est la catégorie. Donc dans task, qu'est-ce que je rajoute? Je rajouterai catégorie au singulier parce qu'il n'y a qu'une seule catégorie par tâche. Donc ici, est-ce que je peux créer une nouvelle tâche sans catégorie? Pour le coup, on peut dire oui, c'est pas vraiment problématique. Autrement, si on ne souhaite pas attribuer du coup de catégorie par défaut, on va laisser tel quel. Si on veut obligatoirement qu'il y ait une catégorie quand on crée une tâche, dans ce cas-là, on mettra no. Une fois que c'est bon, donc ici, on a terminé. On va pouvoir du coup voir qu'il a mis à jour donc catégorie mais également task. J'appuie sur entrée pour quitter. Et il y a un petit message à la fin que je ne vous ai pas montré, mais qui est très important, c'est celui-ci. Il nous dit ici, lorsque nous sommes prêts, on va pouvoir créer une migration, donc ici pour pouvoir enregistrer en fait un fichier qui lui sera donc traité par Doctrine afin d'exécuter toutes les commandes et de créer, configurer notre base de données avec le schéma que l'on souhaite. Donc le schéma sera simplement en fait toutes les entités, leurs propriétés et les spécificités qu'elles ont. Donc là, la relation a été mise en place entre nos deux éléments. On peut aller checker très rapidement pour voir donc un peu à quoi ça ressemble. Donc là, par exemple, tu peux voir que maintenant, je dispose ici donc d'un ORM many to one inversed by task. Et donc ici, c'est le mot catégorie, c'est la propriété catégorie qui est dans mon fichier task, qui va pointer donc ici au niveau de ma classe catégorie. Donc là, qui est juste ici, elle aussi, qui dispose de elle one to many, donc dans l'autre sens de la relation en question. Donc ça fera ici du côté de... Comme c'est une collection, donc c'est catégorie qui possède plusieurs tâches, donc il fonctionnera avec un système donc ici de tableau, donc ici le Array Collection que tu peux voir juste ici. D'ailleurs, on va importer toutes les classes, hop là,
Tac. Ça peut arriver quelquefois que VS Code souligne en rouge comme ça sans aucune raison. Je le relancerai au cas où si ça ne part pas. Mais bon, donc mes classes sont bien apportées. C'est juste lui qui a un petit peu de mal à gérer, on dirait. Donc on va revenir donc à notre terminal de commande et on va créer notre fameuse migration. Donc on a la commande qui est juste ici, Symfony console make migration. Donc tu vas pouvoir la copier et la coller afin de pouvoir l'exécuter. Une fois que c'est fait, bah, du coup, il te dit qu'il a bien créé le fichier de migration, donc son numéro de version est situé juste ici. Et là, on va pouvoir taper une nouvelle commande, cette fois-ci qui va exécuter donc, cette migration à l'intérieur de notre base de données. Donc là, c'est Symfony console doctrine doctrine migration migrate. Donc ici, tu peux utiliser aussi l'acronyme DDC. Donc ça fonctionne également. DMM, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Oui, bien sûr, c'est DMM. À chaque fois, c'est l'initiale qui sera ici. Donc ici, DMM fera la même chose. Il me pose la question ici, est-ce que je souhaite exécuter du coup ma migration parce que ça va changer le schéma de la BDD? Ça ne pose pas de problème. Pour le moment, elle est vide, il n'y a rien dedans. Donc, j'ai bien créé du coup ma migration. Il nous reste une dernière entité, elle s'appelle user. Et là, tu peux te dire, ok, bah c'est bon, j'ai compris le principe, je vais faire un make entity user. Et là, c'est surtout pas bon. Il faut tout simplement faire un make user carrément et non pas un make entity pour pouvoir créer cette entité-là car elle est un peu spéciale. Elle dispose d'éléments qui sont différents de toutes les autres entités qu'il y a dans notre application. Donc là, on va conserver le nom de base qui est user et ensuite, on va du coup répondre aux questions. La première nous demande est-ce qu'on souhaite l'enregistrer dans la BDD? Oui, donc ça c'est logique. Est-ce qu'on souhaite utiliser l'email comme étant l'élément qui va le rendre unique? Est-ce que quelqu'un pourra créer un compte avec un email qui est déjà en BDD? Nous, on ne le souhaite pas. Donc ici, on va choisir l'email comme étant, donc ici, l'élément unique. Ensuite, est-ce qu'on souhaite hacher les mots de passe? C'est une question qui est vite répondue, comme dirait un grand philosophe. Donc bien sûr qu'on va hacher les mots de passe car on souhaiterait donc protéger quand même un minimum donc notre application au niveau de nos mots de passe. Donc ici, une fois que c'est fait, donc il nous dit que l'on peut tout simplement du coup faire un make entity pour rajouter des nouveaux champs à notre user et juste après ça on pourra faire la migration et la réexécuter pour qu'on puisse l'ajouter dans la base de données. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une information, donc on aimerait bien avoir également un username. Donc on va aller sur user, enfin make entity, ensuite on va choisir user et on va rajouter un username qui fera donc au maximum 80 caractères. Chaîne de caractères avec 80 caractères et qui ne sera ici, qui sera nullable. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai bien du coup les informations pour mes trois entités, mais il nous manque une chose. Notre utilisateur, c'est cool, il a un nom d'utilisateur, il a un email. D'ailleurs, on peut aller voir qu'est-ce qu'il nous a généré comme fichier. Donc, on a bien ici un ID qui a été mis par défaut, un email, il y a des rôles, donc ici par défaut on a un rôle user, on pourra le voir un peu plus bas dans les getters et les setters. On a du coup un mot de passe et un username qu'on a mis à disposition, ça marche. Par contre, on ne sait pas qui c'est qui a créé les tâches, donc il va falloir qu'on lie également le user avec donc ici les tâches. Donc on va faire cette opération là en refaisant un make entity. Donc là, si je répète autant de fois, du coup, l'action, c'est pour que tu puisses enregistrer le fait que, ok, je dois faire mon make entity pour faire ci, pour faire ça, et ainsi de suite. C'est de la répétition volontaire pour que tu puisses t'habituer au maximum. Donc, étant donné qu'on est en train de modifier user, donc les tâches, elles seront plurielles. Donc, c'est une collection de tâches du côté de user, donc je mets bien en pluriel ici. Ensuite, donc, ce sera une relation qui sera en one-to-many, car il y a un utilisateur qui pourra créer plusieurs tâches, mais une tâche n'appartiendra pas à plusieurs utilisateurs. Donc ici, je vais simplement du coup lui dire que ça correspond à task. Et là, donc ici, on nous propose de mettre le terme user à l'intérieur de task. Et ça, je vous le recommande pas du tout. Il ne faut pas conserver le terme user, c'est un terme générique qui peut être aussi conservé. Qu'est-ce qu'un user par rapport à une tâche? Du coup, c'est son auteur. Donc ici, ce sera un auteur. Qu'est-ce qu'un user par rapport, je ne sais pas, à une boutique sur une marketplace? C'est un owner, c'est un gérant, c'est la personne qui possède la boutique. Puis-je créer une tâche qui n'a pas d'auteur? Non, ça, on ne peut pas. Donc ici, on ne peut pas créer une tâche si on n'a pas d'auteur. Comme on ne peut pas créer une tâche sans auteur, du coup, que fait-on si on supprime un utilisateur? Donc si on supprime l'auteur, l'utilisateur, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, oui, on supprimera toutes ces tâches, car il aura supprimé son compte, ou on aura donc supprimé son compte, je ne sais pas, s'il ne respecte pas les conditions générales de notre application, on le supprime, après l'avoir informé qu'il avait du coup violé les fameuses CGU. Donc là, c'est bon, cette fois-ci, on peut enfin faire notre migration. Donc cette fois-ci, on refait un Symfony console make migration. Donc là, il me dit que SQLite ne supporte pas les clés étrangères. Donc non, ça fonctionne très très bien. Donc ici, il n'y a pas de raison qu'ils me disent que ça ne supporte pas.
Regardez, ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer la BDD pour la reconstruire de zéro, parce que là, en fait, il s'est basé sur mon premier schéma actuel et il a tout simplement, hop là, pas réussi à faire le nécessaire. Donc, on va faire un Symfony console et on va faire un DDD, donc ici, tiret force. Donc, c'est pour Doctrine Database Delete. Je supprime la BDD, nickel chrome. Je vais la recréer à nouveau, donc ici avec un DDC, Doctrine Database Create. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, hop là, me rendre au niveau de mes fichiers. J'ai mon dossier migration qui contient donc ici mon fichier de migration qui a été créé tout à l'heure. Ben, je vais le supprimer parce que ce fichier-là, du coup, il ne faut pas qu'il puisse donc ici m'empêcher de créer une migration toute neuve, donc de départ. Donc ici, je viens le supprimer complètement, delete. Je retourne dans mon terminal et dans mon terminal, donc je vais refaire une migration. Symfony console make migration et ensuite je vais pouvoir faire donc ici mon DMM, donc doctrine migrations migrate. Oui, et voilà, nickel chrome, problème résolu, aussi vite arrivé, aussi vite résolu. Retournons donc ici sur notre fichier d'application. Je dispose bien de mes trois entités qui sont juste ici présentes. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fichier .env.local. Donc le .env, c'est celui qui possède toutes les variables d'environnement. Nous, on va devoir rajouter un nouveau fichier qui est lui, donc le .env.local, pour une variable d'environnement que l'on ne veut pas divulguer. Pourquoi en .local? Parce que automatiquement, tous les fichiers qui finissent en .local, donc ici dans mon projet Symfony, ne seront pas traqués par Git. Ça veut dire que si je pousse mon code sur GitHub, bah, personne ne pourra accéder au contenu qui n'a pas été traqué. Et comment on peut le savoir? Il suffit d'aller voir ici notre fichier gitignore, et dedans, vous avez la liste de tout ce qui n'est pas traqué. Si vous voulez en rajouter, faites-le vous aussi de votre côté, de manière à pouvoir donc ici empêcher le fait que certaines données sensibles soient traquées et ensuite publiées sur Git. Donc, mon .env.local, qu'est-ce que je vais y mettre? Je veux tout simplement y ajouter une variable d'environnement pour gérer l'envoi d'email. Donc, je vais me rendre sur une application qui s'appelle Mailtrap. Dessus, vous avez un service qui est gratuit que vous pouvez utiliser pour faire du testing de vos emails. Donc là, ici, c'est email testing. Si je veux commencer à faire de l'email testing, je vais pouvoir aller dans mon inbox, donc dans ma boîte, donc ici de réception, et ensuite récupérer la variable d'environnement pour Symfony, de manière à pouvoir l'ajouter dans mon projet. Vous avez bien vu que j'ai cliqué sur copier ici. N'allez pas vous amuser à copier ce qui se trouve là. Donc, il y a des étoiles, hein. Donc ça veut dire que c'est pour cacher ce qui se passe. Donc si vous copiez ça, ça ne fonctionnera pas. Donc je retourne dans mon fichier .env.local et je colle le mailer DSN, donc qui est la variable d'environnement, pour pouvoir donc ici utiliser mon compte Mailtrap. Les données que vous voyez affichées là ne sont pas intéressantes parce qu'après la publication, ce sera régénéré, ce seront des nouvelles clés, mots de passe, etc. Je vous conseille de créer votre compte Mailtrap, c'est très facile, et utiliser GitHub, ça ira encore plus vite. Donc j'ai mon fichier .env.local qui contient donc ici ma variable d'environnement pour l'envoi d'email. J'ai mes trois entités qui sont en place et qui sont en relation entre elles. On va pouvoir donc ici passer à la mise en place de data, donc de fausses données, pour avoir une BDD qui va être remplie de pas mal de choses. Vous n'êtes pas obligé d'avoir phpMyAdmin d'ouvert ou quoi que ce soit d'autre. Je vous montre exceptionnellement donc ici à quoi ressemble la BDD parce qu'elle est vide, mais autrement vous n'avez pas besoin d'un élément visuel pour vous assurer que vous disposez bien des choses qu'il faut dans votre BDD. Donc ici j'ai bien ID, name et color, je suis sur catégorie, et ensuite donc ici j'ai task avec tous les éléments qu'il faut, j'ai également user avec tous les éléments qu'il faut. Donc voilà ce qu'il y a dans la BDD. Ça, c'est un fichier donc en SQLite. Si vous n'arrivez pas à l'ouvrir, c'est tout à fait normal. Il vous faudra une extension et pour celle-ci, elle s'appelle simplement du coup SQLite, donc ici 3 Editor. Je vous la montre tout de suite, comme ça vous pourrez voir c'est quoi le logo et ensuite la récupérer. Donc c'est celle-ci, SQLite 3 Editor, donc de UU0931. Donc vous allez pouvoir du coup vous baser également sur celle-ci de manière à pouvoir avoir un affichage de votre BDD. Donc autrement le fichier ne sera pas lisible. Donc à ce niveau-là, ne vous trompez pas. Je referme tout ça et on va se mettre maintenant sur la mise en place du coup de nos données fictives avec deux packages, à savoir donc ici PHP Faker ou plutôt Faker PHP et pour le deuxième ORM Fixtures. Cette masterclass s'arrête volontairement à la partie des fixtures. Pourquoi? Parce que je considère que c'est beaucoup trop long.
40 minutes, ça fait déjà quand même pas mal. Au-delà, je pense que c'est un peu trop, donc pour une fois. Donc ce qui va être intéressant pour toi, c'est plutôt de te rendre sur ma plateforme AgiliTeach. Dessus, donc tout est découpé au niveau des vidéos, c'est plus facile à suivre et ce sera aussi plus simple pour ton apprentissage. Donc ce que je te conseille, c'est d'aller dessus, de créer un compte gratuitement et d'accéder donc aux masterclass qui sont publiées régulièrement. Je vais mettre du coup le reste du contenu pour cette masterclass en ligne prochainement et tu pourras donc évoluer, avancer à ton rythme tranquillement. N'hésite pas à rejoindre le serveur Discord pour me poser tes questions en privé ou peu importe. Ça permettra également du coup de te débloquer dans une situation où tu te retrouves avec donc du bug et des choses que tu ne comprends pas. En tout cas, donc courage pour le reste de la vidéo et puis je te donne rendez-vous à la fin pour une petite surprise. Donc passons maintenant du coup à la mise en place de data fictives, donc de données fictives pour pouvoir remplir notre base donc ici, car on va pas s'amuser à le faire à la main. On va installer pour commencer à l'aide de Composer, donc ici Faker PHP, donc en --dev uniquement donc ici pour le mode développement. Une fois qu'il est installé, on va installer aussi donc ici un deuxième package qui sera tout simplement Composer ORM Fixtures, donc ici ça proviendra tout simplement de Doctrine, ORM Fixtures --dev également. Donc ces deux packages, une fois qu'ils sont installés, on va donc retrouver dans notre projet un nouveau dossier qui aura été créé et ce dossier s'appelle tout simplement Data Fixtures. Donc tu vas pouvoir te rendre dans le dossier Data Fixtures et ouvrir le fichier afin de observer tout ce qui s'y trouve. Donc là on peut voir qu'il y a un petit peu de code, il y a deux exemples qui ici sont en commentaire. Donc on voit qu'on va pouvoir instancier du coup notre classe et ensuite persister du coup l'objet en cours de manière à pouvoir l'enregistrer par la suite avec Flush, donc en BDD. Nous on a besoin donc de créer plusieurs éléments, mais on a d'abord donc ici besoin de rajouter Faker. Donc ici on va faire un $faker et on va lui mettre ici donc ici tac Faker en français. Donc FR. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement pour commencer créer un utilisateur d'admin. Donc ici, ce sera un administrateur. Donc ici, on va faire un new user pour pouvoir du coup mettre notre admin en place. Notre administrateur donc aura un email. Son email par défaut, du coup, on va juste mettre un admin@admin.fr. Donc histoire de ne pas se prendre la tête et de ne jamais oublier ce qu'on avait noté. On va aussi mettre un mot de passe. Pour le mot de passe, on va donc créer du coup un mot de passe qui sera haché, car s'il est entré en chaîne de caractères de manière claire, ce sera pas bon. Pour créer un mot de passe haché, ça se passera dans ton terminal de commande. Tu as la commande Symfony Console Security Hash Password. Donc ces commandes là que je te cite, à force de les faire, tu les connaîtras par cœur. Donc là, effectivement, comme j'ai pas refermé ce que j'ai ici, du coup ça me génère une erreur. Et oui, effectivement, dans ton projet Symfony, sache que quand tu as des erreurs de syntaxe ou quoi que ce soit d'autre, donc les éléments que tu mets, que tu tapes dans ton terminal ne fonctionneront pas. Donc tu auras toujours ici donc ce genre de choses qui vont apparaître. Donc là, si je remonte un peu, il me dit il y a un problème au niveau donc de mon set password. Donc ici, je ne l'ai pas fermé avec mon point virgule, donc forcément, ça ne fonctionne pas. Donc comme je disais, la commande que l'on va taper, c'est security, hop là, hash password. Ton mot de passe ne s'affiche pas dans le terminal, donc c'est pour ça que quand tu vas taper, il n'y aura rien du tout qui sera affiché. Donc moi j'ai écrit admin, ce qui me génère ce password haché. Donc ici, on va pouvoir donc le récupérer et l'ajouter à notre fichier, donc ici, de manière à pouvoir l'utiliser. Donc c'est une chaîne de caractères, donc n'oublie pas de mettre ici les guillemets. User n'est pas chargé, c'est pour ça qu'il est souligné en rouge. Petit clic droit, import class, pour pouvoir le charger. Si tu n'as pas le import class, il te faudra installer l'extension qui s'appelle namespace resolver. Donc ici je te le montre, PHP namespace resolver, c'est celui-ci, donc de Mehdi Hassan. Donc revenons à nos moutons avec donc ici notre utilisateur admin. Donc lui, il aura également un username et pour terminer, il a un rôle. Donc son rôle à lui, ce sera un rôle d'administrateur. Donc là, on a un rôle admin. Le rôle admin n'existe pas, mais on va quand même lui attribuer par défaut. On a le rôle user et si on a un rôle différent, on pourra donc ici mettre des règles pour pouvoir du coup spécifier ce qui s'affiche ou non. On va créer également donc 10 utilisateurs, histoire donc de les avoir à disposition, mais juste avant ça, on va devoir donc ici persister notre utilisateur, notre admin, pour qu'il puisse être pris en compte dans la liste qui va ensuite s'exécuter grâce ici à la méthode flush. Donc nos 10 utilisateurs, on va les rajouter juste après. Donc ici 10 users, hop là. Pour nos utilisateurs, on va pas se prendre la tête, on va faire une boucle. Donc là, je vais mettre de GitHub Copilot pour aller plus vite. Ça, c'est vraiment du B à bas. C'est pour ça que pas de prise de tête, on y va.
Et au niveau après du code qui est proposé, on le vérifie toujours et on s'assure que ça correspond bien à ce qu'on veut faire. Donc ici j'ai bien mon email, password, username ainsi que le role user. Au niveau du coup de l'email, on voit que Faker a été proposé pour pouvoir créer un email fictif. Pourquoi pas? Après bon, moi ça m'embête un peu parce que du coup il va falloir que j'aille chercher à quoi correspond l'email en question. Donc j'ai préféré plutôt utiliser user qui sera accompagné ici tout simplement de notre variable i plein, de manière à pouvoir tout simplement avoir la même structure pour tout le monde et ce sera beaucoup plus simple pour le test de connexion par la suite. Donc ici c'est une chaîne de caractères à concaténer, donc on va faire ça comme ça, on concatène et on est parfait. Donc ici user, donc 0, 1 jusqu'à 10. Ensuite on va pouvoir du coup continuer avec donc un petit détail, c'est que notre utilisateur, donc là nos 10 utilisateurs vont être donc générés, enregistrés les uns après les autres. Donc à la fin il n'en restera qu'un, donc comme dans Highlander, qui sera disponible pour qu'on puisse du coup l'utiliser pour les tâches. Donc moi c'est pas ça que je veux plutôt avoir un tableau. Donc ici je vais créer une variable users dans laquelle je vais mettre un tableau vide. Ça me permettra par la suite en fait à chaque fois qu'il crée un utilisateur de l'enregistrer, donc enfin de l'ajouter cet objet dans mon tableau. Donc je fais un array push pour pouvoir donc mettre tout ça à l'intérieur. Et ensuite, donc, je vais pouvoir réutiliser ce tableau-là quand je vais créer mes tâches. Donc d'ailleurs, on va passer aux tâches maintenant. Mais avant ça, il faudrait donc avoir des catégories quand même, parce que ce serait intéressant d'avoir nos catégories. Donc ici, dans un tableau, on va mettre donc ici nos catégories. Catégories. Je vais y mettre du coup HTML, des trucs très simples. Hein. Donc ici, c'est juste des exemples pour qu'on puisse avoir tout ça à disposition. Voilà, CSS, JavaScript, ainsi de suite. Voilà. Donc on a quelques catégories. On va pouvoir faire une boucle dessus pour pouvoir du coup les créer, nos catégories. Donc là, on va faire une boucle for à nouveau. Et on va le baser sur le nombre qu'il y a d'éléments dans notre catégorie is. Donc array, donc ici c'est $catégorie. Je vais en profiter pour créer également un tableau vide, hein, parce que je vais me resservir de ces catégories pour pouvoir donc varier un petit peu le tout. Hein. Ce sera intéressant du coup de faire le même principe que pour le user au-dessus. Donc mon tableau il est là, il est vide. Je vais à l'intérieur instancier, donc ici catégories, donc ici je vais l'appeler juste cat. Je vais faire un new catégorie. Et on va lui rajouter du coup son name. Donc le name, ce sera donc l'élément qui est en cours dans la catégorie. Donc pour la première boucle, ce sera HTML et ainsi de suite jusqu'à React. Et on va lui rajouter également sa couleur, car il a une couleur par défaut. Donc on a un set color qui est bien là. Hop là, il va nous mettre une couleur donc générée aléatoirement par Faker. Et on n'oublie pas le point virgule bien sûr, pour ne pas tout casser au niveau de notre code. Donc on termine comme tout à l'heure avec la même chose, un array push et un persist. Donc ces deux éléments là qu'on a juste ici. On va faire la même chose, donc juste ici, on va pousser dans notre tableau et on va également persister notre information. Donc là ce sera cat. Hop là, array, et ici c'est juste cat. Donc là, on a toutes nos catégories qui vont être créées. Donc il y en aura du coup le nombre de ce qu'il y a dans notre tableau. Et pour finir, il nous reste nos tâches. Donc et pour les tâches, du coup, on va partir donc sur, je pense, aller une petite centaine de tâches. On va faire notre boucle for pareil. Pour les tâches, donc ici, on va checker que tout soit bon. Donc il va me créer une petite sentence, donc ici avec 3 éléments, ça ne me va pas trop, je vais plutôt choisir Word. Donc c'est des méthodes qui sont directement dans Faker, donc aller dans la documentation pour pouvoir tout simplement trouver les mêmes éléments. Le contenu, du coup, il va me faire un paragraphe, donc ici avec 3, et ensuite là, au niveau de la date, une date donc entre maintenant et il y a 6 mois. Ensuite il va chercher donc une catégorie au hasard, donc dans catégorie avec array rand. Je préfère utiliser random de Faker pour ça. Ça a tendance à mieux fonctionner. Ensuite, pour les utilisateurs, pareil, je veux qu'ils me fassent le même contenu. Donc ici, on va faire avec Faker Random Elements. Et puis pour terminer, donc ici, j'ai pas de set user, mais un set author. Comme cela. Tu vois que je gagne beaucoup de temps à utiliser du coup mon Git Copilot.
Donc quand je vous dis que l'IA est intéressante, c'est pas pour coder à votre place, mais plutôt pour vous aider à accélérer votre workflow et à travailler avec, on va dire, plus d'aisance à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va créer également 10 petites tâches uniquement pour l'administrateur, sinon on n'aura rien du tout qui sera visible. Donc on va reprendre nos mêmes éléments qui sont juste là. Vu qu'il y en a 100, on va conditionner le tout comme ça, ou quoique on va pas se prendre la tête, on va juste dupliquer tout ça. Et puis là, il n'y a pas d'optimisation, quoi que ce soit. Les fake data, le but n'est pas de faire un code qui est le plus clean du monde, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc ici, c'est pour admin. On va lui en faire 10 et pour l'auteur, ce sera uniquement donc ici admin. Juste là, parfait. Donc on aura 10 tâches qui seront pour l'administrateur ainsi que donc 100 tâches qui seront pour tous les utilisateurs. Il nous manquera donc plusieurs infos, à savoir du coup quand est-ce que les tâches se terminent, mais également quel est leur statut. Donc là on va les rajouter également. Donc je vais mettre ici à la suite. Donc on va faire le set date-end. Donc sur celui-ci on va partir avec faker aussi, pareil pour qu'il nous fasse une date. Donc la date, celle-ci par contre, hop là, ce sera plutôt un mois ou deux, voilà, comme ça au moins on est sûr de ne pas se chevaucher entre les deux. Donc là aussi pareil. Ensuite on a besoin également, comme je disais, du coup du statut. Donc pour le statut c'est pareil, on va faire un set status. Et pour le status, pareil, dans Faker, on a un petit outil qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir du coup, donc ici, sélectionner un booléen. Et ce booléen, on va pouvoir lui donner également un pourcentage. Donc ici, par exemple, si je mets 40, donc 40% donc, de ce qui aura été créé seront donc en true et le reste sera en false. Donc ici, on va garder du coup 50. Comme ça fait moitié-moitié. Il y aura 50 tâches qui sont finies et 50% des tâches qui seront finies, 50% des tâches qui ne le seront pas. Donc là, on est bon, cette fois-ci, on a bien tous les éléments dont on a besoin. Donc ça, c'est nickel. Je vais juste changer ici le nom de ma variable pour task qui se trouve là. Ça me permettra de ne pas avoir de pépin avec la variable qui est déclarée un peu plus tôt. Donc ici, on a task qui est là. Je fais l'update pour l'appeler task admin. Et maintenant qu'on a tous nos éléments, il suffit de se rendre dans notre terminal de commande pour tout simplement taper Symfony console. Et cette fois-ci, on fera un DFL qui signifie Doctrine Fixtures Load. Donc ici, Doctrine, Fixtures, on va peut-être mettre le R de Doctrine, c'est mieux, et Loads. Donc ici, dès qu'on lance cette commande, il va purger la BDD, donc il n'y aura plus rien dedans. Il faut bien dire yes, parce que par défaut, c'est no. Et il va faire le travail. Donc là, il nous dit par exemple, il a un problème parce qu'il y a une donnée que je vais filer qui ne correspond pas. Donc array to string conversion. Donc ça correspond ici à la ligne 32. On va se rendre sur notre fichier. Donc ça concerne du coup l'email qui est juste ici. Ce que je vais faire, c'est tout simplement, donc on a i, c'est bon normalement. Donc je fais un petit test pour voir si ça vient de là. On va mettre un faker email. Je relance la commande. Donc yes. C'est bon. Donc ça provenait ici de la syntaxe que j'avais mis. Donc c'est bon, j'ai bien donc ici ma base de données qui a été remplie. Je vous la montre encore une fois de plus exceptionnellement, mais vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Donc comme je vous ai dit, c'est comme si c'était déjà fait. Il n'y a pas besoin de revérifier 15 fois. Normalement, à ce niveau-là, vous devez vraiment avoir de plus en plus confiance dans votre terminal de commande et ce qui se passe au fur et à mesure. Donc là, vous voyez bien que j'ai des utilisateurs qui ont été rajoutés. J'ai un administrateur. Donc ils sont tous là du coup, les utilisateurs, avec leur mot de passe. C'est le même, hein, c'est admin pour tout le monde. Et leur username aussi qui a été créé. Donc c'est parfait. Et puis on peut aller checker. Donc j'ai bien ici 100 tâches qui sont disponibles. Donc j'ai tous mes éléments qui sont dispo. Donc on voit bien qui sont les auteurs en question et quelles sont les catégories auxquelles appartiennent du coup chacune de ces tâches. Quel est leur statut également du coup par rapport au booléen. Donc et puis les dates qui ont été créées avec. Donc c'est parfait, j'ai tous les éléments qu'il me faut. On a mis en place du coup notre projet Symfony, on l'a configuré pour créer la BDD. On a également renseigné du coup une variable d'environnement pour pouvoir donc envoyer des emails et les recevoir. On a enchaîné avec la création de toutes nos entités. On les a liées ensemble pour celles qui étaient liées.
Et pour terminer, on a rempli notre base de données avec des datas qui étaient du coup fictives pour pouvoir travailler avec plus d'aisance. Donc c'est quand même pas mal tout ça. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est du coup afficher ces informations en question. Donc pour toute la partie design ou autre, donc ça vous pourrez le faire de votre côté tranquillement. Mettre en place un contrôleur, mettre en place du coup les vues pour pouvoir travailler avec donc les données qu'on vient de générer. Tout ça, tu vas pouvoir le faire donc avec la suite. Tu le retrouves sur agiteach.fr, donc n'hésite pas à créer un compte, c'est totalement gratuit. Je publie régulièrement donc du contenu pour que tu puisses apprendre donc le nécessaire pour maîtriser du coup le framework Symfony. La petite surprise comme prévu du coup en fin de vidéo, c'est donc un petit concours que je vais organiser pour donc 2 places à gagner. Ce seront donc des tickets pour passer une certification professionnelle GitHub. Ce sera seul de votre choix. En tout cas, je vous mettrai toutes les conditions prochainement à disposition. Donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant pour rien louper. Et puis donc restez connectés. N'oubliez pas donc de mettre un petit like sur la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour le prochain contenu. Il y aura un peu plus de contenu et plus régulièrement avec des thématiques un peu variées, toujours autour du code. Donc n'hésite pas à partager tout ça avec donc ton entourage. Ça permettra de faire connaître la chaîne et ce sera un gros coup de pouce pour qu'on puisse étendre encore plus la communauté. Je te dis à la prochaine.